une diapo ou deux concernant des actualités sur la R3C, effectivement. Et puis, j'avais dans ce diaporama, mais ça vous concerne moins, la question de l'universitarisation de la formation des préparateurs en officine, sachant que vous, dans vos services, vous n'avez pas, je crois, ce type de préparateur. Vous avez des hospitaliers, peut-être? On a des hospitaliers, oui. Ben, on pourra dire un mot à la fin si on a le temps. Je ne sais pas combien de temps dure le webinaire, mais on aura peut-être un mot à dire, même si c'est confus actuellement dans l'actualité, la question de la formation des préparateurs hospitaliers qui devrait tendre vers une universitarisation, mais aujourd'hui, le ministère tarde à arbitrer. Voilà. D'accord. Je vais essayer de partager mon écran, c'est ça? Oui, normalement, vous devriez pouvoir. Oui, a priori, oui. Alors, dites-moi parce que j'ai deux écrans. Donc là, oui, c'est bien. Voilà, diaporama. Vous voyez mon écran ou mon mode présentateur? Non, vous êtes vraiment en plein écran sur ma diapo, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais déplacer un onglet ou deux. Et donc, alors, si vous voulez m'interrompre, il n'y a aucun souci. Hein, je préfère que ce soit interactif si vous avez des questionnements. Et vous me dites que j'ai combien de temps théoriquement? Souvent, on disait 40 minutes de présentation, puis les questions, mais après, on peut, si c'est interrompu au fur et à mesure. Souvent, on met 1 heure au total. Vous m'interrompez quand il y a besoin. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, comme je vous le disais, comme c'est à l'écran, je vais vous dire quelques mots concernant ce qu'on appelle la RIS, la réforme d'entrée dans les études de santé, ce qu'on appelle aussi la R1C, donc la réforme du premier cycle, en vous détaillant un peu les constats pour la filière pharmacie après 2 ans de mise en place et les propositions de la conférence des doyens pour essayer de le résoudre. Et je vous donnerai l'actualité des échanges avec le ministère, le peu que l'on a. Quelques mots sur l'actualité de la R3C, donc le 3e cycle, et les préparateurs, je pense qu'on ira très, très vite. Alors, ça c'est bon. Voilà, donc ça a dû changer de diapo pour vous aussi, j'imagine. Donc, juste un petit, parce que vous êtes… alors, pour bien comprendre, le public qui est derrière l'écran, c'est vous êtes pharmacien hospitalier ou hospitalo-universitaire radiopharmacien, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, plus pour les hospitaliers que pour les hospitalo-U, la réforme d'entrée dans les études de santé, donc la RIS, elle est guidée par des nouveaux textes depuis novembre 2019. Les objectifs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les objectifs de cette réforme sont des objectifs qui visent à normalement mieux former, mieux orienter, mieux insérer les futurs professionnels de santé au bénéfice de notre système de santé. Donc ça, c'est la déclaration de politique générale, je dirais, les intentions. Et derrière, les objectifs non affichés dans le texte sont en bas à gauche de la diapositive, à savoir l'amélioration. Alors, je vais peut-être essayer d'entourer pour vous montrer ça. Si vous voyez le pointeur laser, je pense. Donc, les objectifs sont l'amélioration de la réussite des étudiants en leur proposant avant tout une marche en avant dans leur cursus. Ça, c'était un peu le bémol de la réforme de la PACES à l'époque, qui permettait un redoublement et le gouvernement et le ministère souhaitaient plus avoir une marche en avant, donc moins de redoublement et avoir une 2e candidature dans une année supérieure. L'amélioration de la santé mentale des étudiants, ça c'était aussi un vœu, alors peut-être un vœu pieux aujourd'hui avec le recul, mais d'une première année qui soit moins déstabilisante, voire destructrice pour les étudiants qui subissaient cette première année qui est quand même très très complexe à assumer. Le 3e objectif important du ministère, c'était de diversifier le profil à la fois académique, mais aussi potentiellement social des étudiants qui rentraient dans les filières de santé. Et c'était surtout vrai pour la médecine, au niveau de cette diversification des profils académiques. Et puis ensuite, il y avait des objectifs moins annoncés qui étaient un décloisonnement des filières de santé pour permettre des temps de formation en commun. Ça, on pourra y revenir. De mon point de vue, ce n'est pas en première année qu'on fait du soin coordonné, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, et ce qui est très déployé sur les territoires, ce qui commence à se déployer, mais le décloisonnement des filières de santé en première année, pour nous, de mon point de vue, on pourra en discuter si vous voulez, mais c'est une hérésie, ce n'est pas en première année que ça se joue. Et ensuite, eh bien, tenter de résoudre les enjeux démographiques, bien sûr, liés à certaines filières, dont la filière médecine, dont c'était un des enjeux au démarrage de cette réforme, mais on voit bien depuis quelques années, et vous le voyez aussi, je pense, vous touchez du doigt, qu'on a des enjeux démographiques très, très forts également dans la filière pharmacie
que ce soit à l'hôpital, mais aussi en ville. Voilà, donc si on passe à droite de la diapositive, juste pour les non-initiés, actuellement dans cette réforme, pour rentrer en deuxième année des études de santé, donc ce qu'on appelle le DFG S2 de façon généraliste, on a globalement deux possibilités. Donc la voie qui est en haut au-dessus ici, qui est le PASS, donc qui est quelque part le remplaçant de la PACES, avec une particularité, c'est que la PASS ne se redouble pas, contrairement à la PACES. Donc, on s'inscrit en PASS, on fait une année très intensive, un peu comme la PACES, et on va se préparer à candidater à la deuxième année si on a des résultats suffisamment bons. Deux options, soit on est suffisamment bon et on va rentrer dans la filière de son choix, soit ce n'est pas le cas, et on va pouvoir basculer donc vers une deuxième année qui ne sera pas une deuxième année de PASS, mais quand on réussit le PASS, mais qu'on n'accède pas aux deuxième année des études de santé, parce que c'est ça qu'il faut faire comprendre au grand public, c'est que ce n'est pas parce qu'on valide son année de PASS qu'on a une place en deuxième année des études de santé. Il faut être bon dans l'année de PASS plus que la valider pour pouvoir tenter de rentrer dans les études de santé. Donc, si on valide l'année de PASS en milieu universitaire, ça se concrétise par des crédits ECTS. Donc, une année, c'est 60 crédits ECTS. Si l'étudiant valide 60 crédits ECTS, mais moyennement, il n'accédera pas à la deuxième année des études de santé. Il va donc pourtant pouvoir continuer, avoir une marche en avant dans son cursus et passer en deuxième année. Et ce sera en deuxième année d'une LAS, d'une licence accès santé. Donc, une licence accès santé qu'il va suivre pendant un an. Et au bout d'un an, il va pouvoir recandidater une deuxième fois pour rentrer en études de santé. Donc, sur le principe, il y a, comme avant, deux tentatives possibles, deux chances de candidature pour entrer en études de santé, mais elles ne peuvent pas se passer la même année universitaire ou au même niveau universitaire. Si j'ai tenté ma chance en première année, je ne pourrais tenter ma seconde chance qu'en deuxième, voire troisième année. Alors, ensuite, à côté du PASS, qui est une voie d'entrée, qui représente à peu près 50% des places disponibles en deuxième année. Moi, je vous donne l'exemple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé qui Oui. fait un petit peu de bruit. En pharmacie, par exemple, à Montpellier, je vais arrondir, j'ai 200 places en deuxième année. Actuellement, la répartition se fait un peu de la façon suivante, à 10 places près. J'ai à peu près 50% de ma promotion donc, qui vient du PASS, donc 100 étudiants. J'ai à peu près 80% de mes étudiants qui viennent de l'AS, puisque l'autre possibilité, c'est après sa terminale, de candidater donc, sur Parcoursup, que la plupart d'entre vous connaissent, pour accéder soit au PASS, mais l'autre option, c'est de rentrer en LAS 1, en première année de licence accès santé, au bout de laquelle on va, selon le même principe que le PASS, pouvoir candidater pour rentrer en études de santé. Soit on réussit, on entre en DFGS2, soit bien, on a validé son année, donc on progresse, on va en LAS 2, et si on estime qu'on est prêt, on candidate une deuxième année pour tenter DFGS 2. Et si on échoue, bien, on est toujours inscrit dans une licence et on peut basculer en L3 et puis s'orienter vers des masters derrière. Voilà, donc ça c'est le grand concept de la réforme. Alors, on peut en dire du bien, on peut en dire du mal, ça c'est, je peux en parler des heures. Après, les autres possibilités d'entrée, parce que là je vous ai dit 50% de PASS, et globalement, les LAS, c'est à peu près, alors je me suis trompé, je crois, c'est de l'ordre de 30 à 35% de mes flux entrants, pour moi. Donc, c'est entre 60 et 70 étudiants, plus les 100 de PASS. Et le reste des étudiants vont être captés via un système de passerelle. Donc, où là, des professions paramédicales, des ingénieurs, des doctorants, des collègues où des jeunes titulaires d'un doctorat peuvent avoir des passerelles pour rentrer directement en deuxième ou troisième année. Vous connaissez peut-être. Et depuis peu, le diplôme de préparateur est aussi une voie éligible pour ces passerelles. Et puis, on a des voies un petit peu plus confidentielles, mais qui existent. Ce sont des étudiants hors UE. Donc là, ce sont des étudiants qui sont diplômés dans leur pays d'origine qui est en dehors de l'Union européenne, où on va réserver très peu de places, mais 1, 2, 3 places dans notre promo pour des étudiants qui voudraient venir faire des études de pharmacie en France pour valider un diplôme français, puisque je vous rappelle que les étudiants hors UE n'ont pas implicitement de reconnaissance de leur diplôme de pharmacien dans l'espace européen et en France en particulier.
particulier. Et puis, on a le même cas pour les étudiants qui sont dans l'espace européen où, dans ce cas-là, ces étudiants-là qui sont en Belgique, qui sont en Espagne, où vous voulez, dans l'espace européen, peuvent, à partir de leur 3e année validée de pharmacie, c'est-à-dire dans notre jargon universitaire, lorsqu'ils ont validé leur DFG-SP, donc leur diplôme des 3 premières années, ils peuvent soumettre une candidature pour soit changer d'université en interne de la France, soit pour quelqu'un qui est à l'étranger, en Belgique, en Espagne et autres, envisager de candidater pour revenir en France dans le cadre de la 4e année dans une faculté de pharmacie de France. Voilà. Donc, voilà globalement l'écosystème des étudiants qui vont arriver en 2e année avec cette PASLAS. Alors, le constat maintenant, assez rapidement, après 2 années de mise en place de cette réforme, donc une première année pour ceux qui sont initiés, qui a été une année hybride parce qu'il y avait le résiduel des étudiants en redoublement de la PACES qu'il a fallu intégrer transitoirement. Donc, la première année a été particulière parce qu'il y avait un nombre de places assez importantes réservées aux redoublants de la PACES, ce qui a fait beaucoup de bruit dans la presse avec des collectifs. Et on est depuis la rentrée septembre 2021, donc en déploiement plein et entier de la réforme, puisqu'on a fait une première année, on est là dans la 2e année pleine de la réforme sans les PACES résiduels. Donc le constat pour nous, en pharmacie, c'est un sous-recrutement massif en 2e année, donc en DFG-SP2, avec plus de 1000 places vacantes dans les facultés de pharmacie de France, sur les 3800, vous voyez à l'écran, disponibles normalement en France. Et donc, la réalité de ceci, c'est que, si je vous mets à droite le tableau des 24 UFR, ou UFR Santé ou UFR Pharmacie de France, eh bien, on se pose la question, on s'est posé la question de savoir si le modèle PASS ou le modèle LAS était impacté, était la problématique par rapport à ces sous-recrutements. Donc là, ce que vous avez à l'écran à droite, vous avez en jaune, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait cette présentation, mais globalement, il n'y a qu'un UFR qui a rempli à 100% sur l'année 21-22, c'est l'UFR d'Angers, vous le voyez sur la colonne de droite, le taux de recrutement. Et ensuite, on a de mémoire 6 ou 7 UFR qui doivent être en blanc, non colorisés ici, qui ont des taux de recrutement, vous le voyez, qui sont proches de 90 et un peu plus de 90%. Donc, qui sont en sous-recrutement, mais pas drastiquement. Et puis, le plus important, c'est ce qui est en jaune. Donc, en jaune, vous avez, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez au moins 11 facultés sur les 24 pour lesquelles le recrutement est inférieur à 70% de la capacité d'accueil. Donc, on a un sous-recrutement de plus de 30% pour toutes ces facultés, ce qui est là considérable. Ça fait beaucoup de places vacantes dans les UFR. Et juste pour vous le témoigner à travers d'autres couleurs, vous avez en vert ici des exemples les plus flagrants de sous-recrutement dans le modèle. Donc là, c'est un modèle PASLAS. Donc, ce sont des universités, Amiens, Bordeaux, Lille, Nantes, Toulouse, où vous avez à la fois une année de PASS qui est proposée aux étudiants et des LAS, donc un modèle PASS-LAS. Et vous voyez que, bon, à Amiens, on recrute à peine 50% des capacités d'accueil. Vous voyez que Bordeaux, c'est une catastrophe, c'est le record national, moins de 40% de recrutement. Lille, on n'est pas tellement mieux l'année dernière. Nantes, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas la joie. Et puis Toulouse fait partie avec Bordeaux des 2 grands perdants avec ce modèle PASS-LAS. Donc, sur le modèle PASS-LAS, finalement, on a des sous-recrutements assez importants dans certaines universités. Et si je passe sur le violet, donc avec les modèles il y a quelques modèles TOULAS qui sont déployés. Caen, Poitiers, Reims. Je vous parle des modèles TOULAS où il n'y a pas de PASS, donc. Vous voyez que quand on est à 40% de recrutement, 60% de sous-recrutement, et Poitiers et Reims, c'est un petit peu la même mayonnaise. On a un taux de recrutement, de sous-recrutement qui est dramatique pour ce modèle TOULAS. Donc, au final, tous les modèles sont impactés, que ce soit PASS-LAS ou TOULAS. Donc, l'explication ne vient pas de là. Moi, ce que je peux vous dire en plus de ce constat à travers ce tableau, c'est qu'on a aussi à faire face à une fuite vers l'espace européen
de nos étudiants français qui fuient la complexité de ce système. Et début 2022, vous aviez un article dans le journal, alors c'était Le Monde de mémoire, oui, Le Monde, au mois de mars 2022, qui essayait de quantifier cette fuite, et on estimait en Belgique que 18% des étudiants en pharmacie sur les bancs en Belgique, des facultés de pharmacie, étaient des étudiants français, ce qui est assez considérable et ce qui d'ailleurs conduit la Belgique à modifier son niveau d'accueil parce que ça déstabilise même la formation de la Belgique. Donc ensuite, l'autre constat, c'est que, et c'est je pense celui qui est le plus grave pour nous, c'est que cette réforme entretient, comme la PACES en son temps, la hiérarchisation des filières de santé. C'est-à-dire que les étudiants, vous les avez, peut-être vous en fin de cycle, mais les étudiants de premier cycle, de terminale, ils sont peu enclins à venir en pharmacie, en tout cas ils sont moins nombreux qu'avant. Et le système fait que l'étudiant va faire des vœux. Et le constat, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est l'effet télé, série télé, mais on a beaucoup de jeunes qui veulent aller faire de la médecine et de l'odontologie. En tout cas, c'est des métiers mieux identifiés pour eux, plus facilement que les métiers de la pharmacie. Et clairement, cette hiérarchisation et le fait de mettre tous ces étudiants dans le même pot commun en première année nuit gravement, de mon point de vue, à la visibilité et à l'attractivité de la filière pharmacie. Et derrière, on se retrouve avec des étudiants en pharmacie qui sont, pour certains, de façon quand même assez importante, pas forcément des choix de premier ordre pour venir en pharmacie, mais plutôt des étudiants qui ont échoué à entrer dans d'autres filières de santé et qui vont choisir pharmacie un peu par défaut. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui vont rebondir, qui vont s'engager dans leurs études de pharmacie et trouver leur compte, mais on en a un certain nombre aujourd'hui, c'est une réalité, qui vont avoir du mal à s'y retrouver et qui nous vont avoir de cesse, et en tant que doyen, je suis bien placé pour le savoir, de venir me voir pour me dire à partir de quand je peux faire une passerelle pour sortir des études de pharmacie pour tenter de retourner en médecine, odontologie. Donc ça, c'est très désagréable pour la filière et ça témoigne d'un problème de recrutement. Voilà, pour ne pas être beaucoup plus long, cette réforme, elle conforte la place des prépas privés, ça c'est un autre problème, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et aujourd'hui, très sincèrement, alors je ne sais pas si vous connaissez le système du PASS ou si vous y intervenez pour certains d'entre vous, mais dans une très grande majorité des facultés de France, on était là pour diminuer la santé mentale et puis aussi avoir une pédagogie un petit peu plus moderne. La réalité, c'est qu'on a fait une PACES bis, et là, ce sont les universitaires qui n'ont pas été capables de faire évoluer les pratiques. Et là, ça reste, pour ma part, je veux dire, je ne parle pas au titre de la conférence des doyens, ce que je vais dire là, c'est que pour moi, le PASS, en tout cas à Montpellier, c'est un attentat pédagogique et qu'on est en train de déstructurer les jeunes et on va les tordre d'une façon qui fait qu'on va avoir du mal à les récupérer en deuxième année en termes de pédagogie et de travail. Bref, je referme ma parenthèse et mon avis. Donc, au final, cette réforme, elle organise, en tout cas à l'issue d'une première année pleine, une désertification pharmaceutique a priori si on ne résout pas les choses dans les années qui viennent. Donc là, j'avais juste rappelé quelques chiffres qui ne sont pas de moi, qui sont du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à savoir qu'on a 15 000 postes non pourvus en officine. L'année dernière, 14% de postes d'hospitaliers vacants, des manques de biologistes, de pharmaciens industriels, de répartiteurs, dans un contexte où nous sommes dans un déploiement des nouvelles missions de santé publique, notamment du pharmacien, en particulier à l'officine, et ce qui va hypothéquer probablement ce défaut de recrutement s'il est reproduit plusieurs années, le positionnement de plus en plus important ou central du pharmacien comme acteur de la prise en charge du patient, en tout cas sur les territoires là où on a des problèmes également avec la médecine. Voilà, donc voilà pour les constats. Maintenant, si personne ne veut m'interrompre, juste vous dire en quelques mots ce que la conférence des doyens de pharmacie a fait comme proposition au ministère de l'enseignement supérieur et au ministère de la Santé et de la Prévention. Donc, nous nous sommes engagés, bien sûr, à déployer avec tous les partenaires, donc que ce soit le CNOP, le LEM pour l'industrie, les syndicats de pharmaciens et l'URPS, plus de communication. Alors, s'il y a des hospitalo-U dans l'assistance, c'est quelque chose qu'on fait déjà énormément dans les facultés de pharmacie maintenant depuis quelques années. Moi, ce que je connais à Montpellier, ce que j'ai mis en place depuis 3 ans, c'est qu'on est quasiment toutes les semaines des équipes d'enseignants avec des étudiants, des tuteurs
dans les lycées, dans les salons, pour promouvoir les métiers de la pharmacie, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a besoin de les promouvoir localement. Et puis, nous avons aussi, au-delà de cette promotion locale qu'on va renforcer, qu'on a commencé à renforcer également avec le syndicat des étudiants de l'ANEF, eh bien, renforcer nos dispositifs nationaux, parce que je pense qu'on a un gros travail national aussi de communication à faire pour faire savoir ce qu'est la pharmacie par d'autres leviers que les lycées et les salons étudiants. Je pense qu'il y a de la communication à faire à l'échelle nationale. Le CNOP l'avait fait dans une campagne en 2020, je crois, qui était plutôt pas mal, mais je pense qu'il faut renforcer. Et on est en pleine discussion avec le LEM, qui veut bien, qui est prêt à nous aider, avec le CNOP aussi, l'ordre et les syndicats de pharmaciens pour relancer ce type de communication à l'échelle nationale. Bien, ceci étant dit, ça c'est la com. Certains croient, et le ministère en particulier croit qu'on va résoudre les problèmes de la pharmacie avec de la com. Nous, en tant que doyen, on n'y croit pas une seconde. Ça ne va pas suffire. Et donc, nous avons fait une proposition un petit peu disruptive pour le ministère, qui ne nous a pas répondu encore, mais je vais vous expliquer pourquoi il est peu probable qu'il réponde favorablement. C'est-à-dire qu'on souhaite mettre un terme à la hiérarchisation des filières de santé en essayant d'avoir en plus, pas à la place de, le terme est important, en plus des voies d'accès à la deuxième année dans la réforme, donc le PASS, les LAS, ce que vous avez à droite là, sur le petit carré orange, là ce sont les voies d'entrée qui peuvent exister aujourd'hui, donc des LAS, des passerelles, et il manque même, on peut le rajouter, l'éventuel PASS qui existe. Et ce que nous demandons, c'est à avoir une visibilité sur Parcoursup pour rajouter une voie d'entrée qui pourrait être en plus, donc via Parcoursup directement, pour recruter, à l'occasion d'une première année de pharmacie, eh bien, une proportion non négligeable de notre promotion, de notre future promotion de deuxième année. Donc déjà en première année après le bac, directement, pour ceux qui ont des enfants, Parcoursup a commencé. On a fait ses vœux jusqu'au 9 mars, on va valider ses vœux jusqu'au 6 avril. L'idée, ce serait que, idéalement, dès l'année prochaine, on ait un vœu pharmacie qui apparaisse et pas MMOP avec toutes les filières, donc pharmacie, pour que les jeunes qui veulent candidater et qui sont intéressés par la pharmacie, parce qu'il y en a quand même, moi j'en vois, aient une possibilité d'entrée, puisqu'ils ont leur projet mûri, de cliquer et d'envisager de rentrer directement en pharmacie sans se retrouver en compétition avec d'autres jeunes dans le PASS ou dans les LAS. Donc ça nécessite une entrée sur Parcoursup, ça nécessite donc une première année, entre guillemets, de pharmacie. Et ensuite, les étudiants qui valideraient cette première année, eh bien, basculeraient en deuxième année de pharmacie, donc qui serait constituée de ces étudiants ayant fait une première année, sur lesquels on viendrait rajouter eh bien, des étudiants qui viendraient du PASS, qui viendraient des LAS ou qui viendraient des passerelles que je vous ai évoquées tout à l'heure. L'idée étant que on puisse recruter jusqu'à 70% de notre promotion. Donc, si je prends l'exemple de Montpellier à 200 étudiants en deuxième année, ça voudrait dire que je recruterai 140 étudiants en première année, ou un petit peu plus, parce qu'il n'y aura pas que des succès, il y aura peut-être du redoublement ou de l'abandon, mais environ 140 étudiants qui viendront alimenter ce carré bleu, et je viendrai rajouter 60 étudiants qui viendraient des LAS, des passerelles, et éventuellement du PASS s'il existe. Voilà, donc ça aurait l'avantage, je ne sais pas si vous êtes pas forcément d'accord avec ça, mais mécaniquement, le fait d'avoir un vœu pharmacie sur Parcoursup, ça générera forcément des clics et ça générera forcément des étudiants à pouvoir témoigner de leur envie de faire pharmacie, parce qu'aujourd'hui, j'en vois pas toutes les semaines ou presque, des jeunes avec leurs parents qui viennent me voir et qui me disent « Comment je fais pour avoir la certitude entre guillemets, de faire pharmacie sans passer par l'usine à gaz que vous nous avez construite ?» Donc, cette proposition, elle a été faite. Alors, on avait évoqué quelques avantages et puis on n'était pas très, objectif, puisqu'on ne mettait que des avantages. C'est que dans ce qu'on proposait avec cette voie supplémentaire, il y avait la marche en avant dans les études, un échec plus limité, une santé mentale différente parce que l'étudiant sur Parcoursup, alors certes, Parcoursup est critiqué et critiquable, mais on a un résultat très rapidement et on ne s'enferme pas dans le souhait de faire des études de santé pendant 2 ans sans y parvenir. Là, on sait au bout de 2 mois de Parcoursup si oui ou non on rentre en filière de pharmacie. Dans ce cas-là, puisque c'est un modèle auquel souhaitent arriver même le ministère et les universités, c'est des modèles TOULAS,
sans le pass, qui était quand même l'objectif initial de la réforme. Et puis, refaire une première année de pharmacie. Alors, certes, pour les plus anciens comme moi, c'est revenir à quelque chose qu'on a connu. Mais pour nous, universitaires, c'est aussi revenir à une décompression des études et arrêter de faire un certain nombre de choses en première année qui ne nous sont pas utiles forcément pour la pharmacie et revenir à décompresser les années supérieures dans lesquelles on ne cesse de nous rajouter des choses dans les différentes réformes. Voilà. Je passe les derniers objectifs et c'était la dernière diapo que j'avais à vous présenter concernant la R1C. Alors, avant peut-être de vous laisser la parole, s'il y a des questions sur la R1C, juste vous dire que le ministère n'a pas encore réagi ni répondu à ces propositions. Nous avons néanmoins, pour tout vous dire, été sollicité, là, le président de la conférence des doyens et moi-même, pour une réunion avec le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur le lundi 3 avril prochain, donc c'est dans 15 jours, pour justement nous faire une restitution des ministères sur nos propositions. Alors juste, je terminerai en disant que personnellement, je ne suis pas confortable, mais pardon, je perds mes mots. Optimiste? Ouais, optimiste. J'allais dire, je suis un peu pessimiste, donc je vais plutôt dire que je ne suis pas trop optimiste parce que la problématique que l'on a, c'est que lorsqu'on est face au ministère, si on n'arrive pas unis face au ministère, tous les partenaires de la filière, c'est compliqué pour que le ministère prenne une décision politique importante. Et donc, clairement, là, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, l'ANEF, le syndicat des étudiants, n'est pas favorable, pour ne pas dire plus, à la proposition de cette voie d'entrée en plus. Alors, on discute avec eux, on se frite un petit peu, parce que leurs arguments ne tiennent pas trop la route de notre point de vue, ou en tout cas, ce sont des arguments d'étudiants. Excusez-moi, c'est le syndicat des étudiants de pharmacie? Oui, l'ANEF, oui. Ils ont défendu la réforme et là, ils voient d'un mauvais œil le fait de faire cette voie d'entrée directement sur Parcoursup. Leur argument, c'est de dire qu'il faut laisser le temps aux jeunes de préparer leur projet, de connaître les métiers de la pharmacie avant de faire leur choix. Donc, ce qu'on entend tout à fait comme argument. Néanmoins, il y en a qui savent déjà qu'ils veulent faire pharmacie et ceux-là, on a du mal à comprendre pourquoi ils n'accepteraient pas qu'on fasse une voie plus précoce pour ceux qui savent déjà et qui ont déjà leur projet. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire que l'arbitrage risque de ne pas être très positif dans le sens où les étudiants ont beaucoup de poids vis-à-vis des ministères, malheureusement. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est une réalité. Par ailleurs, c'est aussi pour ça que j'étais à la CPOPH là, au mois de décembre. En revanche, l'autre côté de la profession, c'est-à-dire le monde professionnel, a co-signé en faveur de ces propositions de la conférence des doyens des courriers. On a différents URPS de France et donc le CNP qui englobe pas mal de syndicats de pharmaciens d'officine et hospitaliers qui se sont dit en faveur de cette proposition-là. Voilà, donc on a un peu c'est pas une opposition, mais un contraste entre l'entrée dans les études, les étudiants et le monde dans la profession, en fait. C'est-à-dire que les étudiants sont auto-centrés sur la problématique de l'étudiant, de ses études. Et moi, quand je m'adresse au ministère, en fait, je ne m'adresse pas au ministère en tant que doyen, je m'adresse au ministère en tant que pharmacien hospitalier et je vois la réalité du terrain. Et je me dis que c'est très inquiétant pour la filière pharmacie si on va reproduire ces 1000 étudiants, ces 1000 places vacantes pendant… Alors, 2 ans maintenant, on n'a pas le choix, on va voir ce que ça donne, mais ça risque de ne pas être très joli, là, cette année. Mais si on le fait 3 ans, 4 ans, je peux vous garantir que rendez-vous dans 5 ans pour survivre en tant que filière pharmacie à tous les étages de la pharmacie. Alors, il y a Alain Fèvre. Tu veux intervenir, Alain? Oui, juste pour poser une question, parce que là, on avait un premier cycle qui était commun, entre guillemets, pour toutes les études de santé, qui avait été imposé par la première année. Là, c'était une année commune à toutes les études en santé, qui avait été imposée par le ministère. Je vois pas trop bien le ministère changer ça avec une spécialisation. Et j'aimerais avoir votre position vis-à-vis des médecins ou des dentistes. Est-ce que le fait d'avoir eu une année, la première année en pharmacie, comme ça se faisait effectivement
il y a le siècle dernier, on va dire, les médecins vont avoir quelle réaction vis-à-vis de ça? Est-ce qu'ils sont favorables ou Non, pas? ils ne sont pas favorables ou défavorables. En fait, nous, avant de nous adresser au ministère sur cette proposition, qui encore une fois est peut-être générer une première année de pharmacie, mais sans pour autant annuler tout le reste. Hein. On n'est pas en train de remettre en question les passes et les LAS. On est juste en train d'essayer de répondre à un problème de sous-recrutement. Donc, pour répondre à votre question, la première chose qu'on a faite, une fois qu'on avait fait ce rapport et ces propositions, c'est de s'adresser aux différentes conférences des doyens des autres filières de santé, en se disant, bon, c'est à eux qu'on doit en parler en premier, et puis, bon, s'il y a une adhésion plus que prévu, on peut aussi aller face au ministère plus facilement. Il y a eu une réunion en ce sens, à laquelle je n'ai pas assisté, mais j'ai eu le compte-rendu. Alors, la filière maïeutique, vous l'avez peut-être vu, est aussi en difficulté. Elle a 20% de sous-recrutement, un peu moins que nous, mais beaucoup hein, de sous-recrutement. Alors, ça ne leur pose pas les mêmes problèmes parce que la filière maïeutique, d'une part, vous savez peut-être que les places de maïeutique sont financées par la région. Et donc, c'est un problème. On leur avait demandé d'augmenter le nombre de places au moment de la réforme, sauf que les financements régionaux n'avaient pas suivi. Donc, ça ne les a pas trop dérangés de ne pas recruter les nouvelles places supplémentaires. Néanmoins, elles ont quand même 20% de sous-recrutement. Ça leur pose problème, mais elles ne peuvent pas y répondre comme nous. Le problème, c'est que la maïeutique nous dit, mais nous, votre modèle, peut-être que ça fonctionne chez vous, mais nous, maïeutique, on est tout petit. On est des départements de maïeutique, souvent dans des UFR de santé ou des UFR de médecine, et on n'a pas les moyens humains de générer une première année. Et donc, si on devait le faire, c'est forcément à le faire dans une première année qui serait une première année, entre guillemets, de médecine. Donc, voilà, c'est difficile pour eux d'adhérer à ce type de format. Ensuite, la conférence des doyens d'odontologie de mémoire n'a pas vraiment répondu, mais a dit on n'y est pas défavorable pour la filière pharmacie. Pour nous, odontologie, on n'a pas de problème avec le modèle actuel, donc je ne vois pas pourquoi on changerait le modèle. En précisant que la première année, c'était quand même un espace d'interprofessionnalité entre les étudiants de santé, que, bon, de mon point de vue, n'est pas très vrai. C'est plutôt une concurrence acharnée entre des étudiants plutôt que des relations confraternelles et de mise en situation professionnelle, mais ça, c'est un autre débat. Et puis, la réponse la plus déstabilisante, ou comme vous allez l'apprécier, de la conférence des doyens de médecine, donc de l'ancien président de la conférence des doyens de médecine, dont j'ai perdu le nom, mais ça va me revenir, qui vient d'être nommé directeur de l'INSERM, qui a répondu en disant que eux, ils n'avaient pas forcément de problème, donc n'ayant pas les mêmes problèmes, ils n'avaient pas les mêmes impératifs de faire évoluer la réforme, et qu'en plus, si on faisait ce qui est prévu à l'écran, eh bien, en fait, ça remettrait en question l'existence en partie des passes, parce que si pharmacie se désengage du pass, se met à faire une première année de pharmacie, il ne va pas pouvoir faire une première année de pharmacie et entretenir une première année de pass, qui tourne déjà beaucoup grâce aux enseignants de pharmacie, qui sont les seuls mono-appartenants à faire des heures et pas dérogataires au niveau des volumes horaires pour les hôpitaux, comme les hospitalo-U. Et donc, voilà, le président de la conférence des doyens de médecine nous a assez simplement répondu que non, il ne le souhaitait pas parce que ce système lui allait très bien. C'était les enseignants de pharmacie qui organisaient une très bonne formation de passe majoritairement pour former très très bien des très bons étudiants dont ils allaient récupérer les meilleurs éléments. Donc, ils nous remerciaient par avance d'organiser cette très belle année avec eux, certes, mais d'être quand même ceux qui allaient permettre à la médecine de finalement recruter les bons étudiants. Et il n'a pas tort. Finalement, c'est une analyse qui peut faire mal à la pharmacie, mais il n'a pas forcément tort sur le principe. C'est que depuis maintenant 2010, depuis la PACES et maintenant la PASS, en fait, on organise une première année commune qui est la première année qui organise les très bons recrutements pour la médecine parce qu'elle est plus attractive. Mais il faut savoir que c'est quand même les enseignants de pharmacie qui, pas exclusivement, mais majoritairement, font que ces premières années fonctionnent et on se rend compte qu'on participe à un système qui ne nous permet plus de recruter, encore moins maintenant, de recruter des étudiants motivés ou des étudiants qui vont venir chez nous. Donc, c'est un peu, on va dire, un peu kafkaïen, effectivement. Voilà, donc voilà pour la réponse à la question concernant les autres conférences des doyens. Donc, non, il n'y a pas de consensus des conférences des doyens de santé parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, tout simplement. Mais
je vous donne rendez-vous dans 5 ans si on ne change pas le système pour la médecine et l'odontologie, parce que je peux vous garantir qu'on sent déjà frémir une perte d'attractivité de la filière santé au sens large, parce qu'on sait combien les métiers sont difficiles et les jeunes ne sont pas forcément dans une dynamique extrême d'aller travailler des heures et des heures dans des filières de santé qui sont quand même exigeantes. Et aujourd'hui, on sent aussi frémir une perte, une légère, elle est légère pour l'instant, mais perte d'attractivité, y compris de la médecine et de l'odontologie. Mais c'est vrai que… Oui, allez-y. Il y a 2 questions qui sont posées dans le chat. Donc, la première de Luc Zimmer. La première année de pharma serait donc sur dossier et non plus sur concours? Oui, sur la proposition que vous avez à l'écran là, c'est le système Parcoursup pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire les notes de première, de terminale, les notes d'enseignement de spécialité. Et, c'est comme pour entrer dans le PASS ou dans les LAS. Vous rentreriez avec par exemple, à Montpellier, si j'avais 150 places ouvertes en première année de pharmacie, eh bien, j'aurais X candidats sur Parcoursup et c'est la moulinette des notes du lycée. Donc, c'est une suppression, effectivement, de la sélection par le concours, oui. Ce qui correspond quand même à 95% du modèle universitaire français. 95% des formations universitaires aujourd'hui ont ce système-là, alors qui est critiquable, on le sait bien, mais c'est un système qui fonctionne pour 95%. Alors moi, j'avais proposé, pour tout vous dire, mais les autres doyens n'ont pas assumé, entre guillemets, un modèle que je connais bien, que vous connaissez peut-être, qui dérive des instituts Polytech, qui est une école d'ingénieurs universitaire qui instaure au milieu du processus Parcoursup un examen écrit. Donc, il y a une moulinette Parcoursup classique et ensuite, les étudiants retenus vont aller faire un écrit de 4 heures dont la note ou les notes vont être réincrémentées pour essayer de normaliser et essayer de lisser un petit peu les différences territoriales de notation entre les lycées, parce que ça peut être une critique, même si Parcoursup est censé le faire quand même déjà, de lisser les problèmes territoriaux. Et il y a une deuxième question. Comment expliquez-vous les disparités très importantes de recrutement entre les villes? Oui. Alors ça, on a essayé d'aller dans une analyse un peu plus fine. Dans le modèle où il y a un PASS, donc PASS et LAS, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait un défaut de recrutement du côté des LAS, mais aussi parfois des PASS. Par exemple, Bordeaux, qui est la plus problématique, avec 38% de recrutement. Ils ont eu un problème de recrutement via les PASS parce qu'ils avaient beaucoup filiarisé leur année de PASS. Dans le PASS, vous avez des enseignements communs, mais vous avez aussi la possibilité de faire de la filiarisation. Et en fait, ils ont beaucoup filiarisé à Bordeaux, peut-être trop. Et donc, un étudiant qui voulait préparer telle filière allait devoir préparer X lieux de spécialisation. Et s'il voulait préparer une autre filière pharmacie en plus, il devait repréparer des UE en plus. Et donc, mis bout à bout, un étudiant ne pouvait pas préparer 4 filières. Donc, à un moment donné, l'étudiant, il a fait le choix. Et la réalité, il ne faut pas se voiler la face, c'est que cet étudiant, il a choisi ses filières de cœur en premier et il n'a pas préparé la filière pharmacie. Voilà. Et autant avant, à la PACES, on pouvait avoir des étudiants qui rentraient en pharmacie en ayant 0 aux yeux de filiarisation pharmacie, ce qui était déjà dramatique, mais ça pouvait exister. Autant là, le système de la PAS ne le permet pas. Donc, on ne peut pas accéder à pharmacie sans avoir fait la filiarisation s'il y en a une. Voilà. Donc, ça, c'est la problématique de la surfiliarisation en PAS. Et puis, sur le pendant des LAS, moi, c'est ce que j'observe en tout cas. Je n'ai pas de problème en PAS, mais c'est en LAS. J'ai finalement déjà pas beaucoup d'étudiants qui sont arrivés en LAS 1 et en LAS 2. Il y a un choc culturel qu'il faut peut-être laisser effectivement la réforme se déployer pour que cette culture de la LAS qui n'attire pas beaucoup les familles parce qu'une licence à l'université, c'est pas… Bon, on va dire que ce n'est pas prestigieux. Enfin, en tout cas, quand vous discutez avec les gens, ça n'attire pas plus que le… oui, ça n'attire pas autant que le PASS ou la PACES à l'époque. Néanmoins, c'est là qu'il y a les places en ce moment. Moi, si j'avais un enfant à vouloir faire des études de santé, il est clair que je l'enverrais en LAS 1 pour être le meilleur en LAS 1 parce que c'est là qu'il y a les places et c'est là que ça va être plus facile de rentrer que via le PASS, où c'est un concours entre des mentions très bien au bac
partout. Et donc, la compétition, elle est moins marquée dans les LAS. Néanmoins, en LAS, on n'a pas assez d'étudiants qui candidatent parce qu'ils ont notamment… on a une mineure santé en LAS, j'en ai pas parlé, mais pour pouvoir candidater sur 60 ECTS d'années de licence, il y en a au moins 10 ECTS qui sont des enseignements de santé. Et la réalité, et là, ça doit être de la faute des filières santé, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, ou en tout cas, il n'y en a pas assez, qui arrivent à valider… Mais c'est pas grave, quoi, dis-moi. Aurélie Destable, là, si tu peux couper ton micro. T'as pas vu, j'avais fait un mail. Aurélie? Bon, je continue. Bon, donc, oui. on a les 10 ECTS de santé intégrés dans la LAS, en fait, doivent être acquis indépendamment de tout le reste pour pouvoir candidater à MMOP. Et du coup, on a quand même un certain nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à valider cette mineure santé et qui valident quand même leur année, mais qui n'ont pas validé spécifiquement ces 10 ECTS. Et dans les textes, c'est un prérequis pour candidater à l'entrée aux études de santé. Donc, ce qui fait que côté LAS, on a un petit déficit effectivement d'étudiants en LAS pour l'instant. Et puis, les peu qui valident, force est de constater que quand on leur donne le choix, ils vont cliquer sur médecine odonto et pas sur pharmacie. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité de terrain et c'est comme ça. On ne va pas réinventer les jeunes. Ils nous bousculent dans notre quotidien, dans nos pratiques, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse avec parce que ce n'est pas nous qui allons devoir nous adapter. Enfin, c'est nous qui allons devoir nous adapter. Eux sont beaucoup dans une philosophie de vie qui a changé aussi. Ils sont dans le travail, certes, mais ils sont aussi dans la qualité de vie. Ils veulent gagner de l'argent, ils ne veulent pas travailler beaucoup. Et voilà. Alors, il y a d'autres questions, mais vous aviez d'autres choses à nous présenter peut-être. Donc, je voulais juste faire c'est le point que j'avais fait en décembre, ça n'a pas trop évolué. C'était plus connecté à vos activités hospitalières. Sur l'actualité sur la R3C, vous dire que, mais vous l'avez su depuis, parce qu'à l'époque, ça venait de se produire, c'était un arrêté du 8 décembre 2022, où on avait négocié avec le ministère de la Santé, donc la conférence des doyens, plus de postes d'internes en pharmacie hospitalière et en biologie médicale, parce qu'on nous faisait remonter des territoires un déficit de postes ouverts. Donc, cette année, on a eu, donc c'est à l'écran, 40 postes d'internes en PH, pharmacie hospitalière supplémentaire, et 26 postes d'internes en biologie médicale supplémentaire. C'est quand même une bonne nouvelle, mais ce n'est pas facile de les obtenir quand on négocie à côté d'autres filières, notamment médicales. Ensuite, l'autre indication, c'est que les premiers étudiants sont rentrés en phase de consolidation. Donc, pour les internes, vous savez tous oui, je pense que vous êtes rodés à ça maintenant, qu'on a la phase socle, la phase d'approfondissement, donc phase socle de 2 ans, phase d'approfondissement d'1 an et phase de consolidation d'1 an. Donc, on devient diplômé pharmacien à l'issue de la 3e année de l'internat, donc à l'issue de la phase d'approfondissement. Et ensuite, quand on rentre en 4e année, la phase de consolidation, on doit avoir un interne, qui est pharmacien et qui doit acquérir le statut nouveau, qui est le statut de docteur junior, qui va faire un stage en général d'1 an maintenant ou des stages couplés de 2 fois 6 mois pour avoir un exercice un peu plus déployé où il commence à être en autonomie partielle notamment, bien sûr, sous la responsabilité d'un praticien. Donc, ce statut de docteur junior, il est sorti, ce statut est sorti dans un décret au mois d'août dernier. Donc, vous pouvez le retrouver, ce statut, mais au final, voilà, vous devez soutenir votre thèse d'exercice au bout de la 3e année de votre internat pour pouvoir disposer du diplôme d'état de docteur en pharmacie et pouvoir être docteur junior en biologie médicale aux pharmacies hospitalières. Et donc, ensuite, c'est le directeur général du centre hospitalier universitaire, donc du CHU de rattachement, qui va nommer, en qualité de docteur junior, l'interne pour sa phase de consolidation. Et ce docteur junior demande à être inscrit pendant la durée de la phase 3, donc la phase de consolidation restant à accomplir, sur un tableau spécial au niveau de l'ordre des pharmaciens. Et donc, à cet égard-là, la nature et le nombre des conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée, c'est ça le terme consacré, l'autonomie supervisée, font l'objet d'une concertation entre l'individu, donc l'interne, et le praticien responsable du lieu de stage,
en lien avec le coordinateur local du DES, en l'occurrence de pharmacie hospitalière ou de biologie médicale. Donc ça, c'était nouveau fin d'année 2022. Ça concerne des étudiants qui sont donc dans leur dernière année d'internat. Pour ce qui concerne votre… Alors, je suis moins calé, moi, personnellement, sur vos activités de radiopharmacie, mais pour moi, vous êtes maintenant sur un format de DES pharmacie hospitalière avec une option précoce radiopharmacie en phase socle et avec un cursus qui, au total, va faire 5 années pour remplacer le desk de radiopharmacie. Si je ne me trompe pas, c'est ça, dans une 5e année. Donc, vous avez 10 semestres au lieu de 8 semestres. Oui. Donc là, vous allez avoir les premiers étudiants en novembre prochain qui vont rentrer dans cette 5e année, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Voilà. Ensuite, parmi les autres actualités de la R3C, il y avait eu en avril 2022, ça concerne aussi les internes. Alors, ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est en cours de déploiement pour la première fois là, en ce moment. C'est la suppression du fameux DES IPR, donc qui est un DES particulier, qui est remplacé par une formation spécialisée transversale, donc une FST, qui s'appelle Innovation et Recherche en sciences pharmaceutiques et biologiques. Donc, la FST, c'est pas le DES IPR qui permettait pendant 3 ans d'aller faire un doctorat, même parfois en dehors de l'hôpital, on est d'accord. Ce qui n'était pas inintéressant de mon point de vue, notamment pour nous recruter des enseignants-chercheurs à l'université, même mono-appartenants. Mais maintenant, le fait est que ça n'existe plus. La FST vient d'arriver, elle se met en place, on a les premiers candidats qui arrivent. Donc, la FST, elle doit se faire… Alors, attendez, j'ai un trou, je n'ai pas révisé, mais elle doit se faire… idéalement à la fin de la phase socle ou entre la phase d'approfondissement et la phase de consolidation. Et cette EFST, j'ai un doute, tout d'un coup, elle est, mais peut-être que certains la pratiquent déjà, elle peut faire jusqu'à 2, oui c'est ça, elle peut faire jusqu'à 2 années. On peut faire une demande de 2 semestres, voire une demande de 4 semestres. Donc, ce qui peut faire 2 années de FST qui s'intercalent dans les 4 années d'internat avant la phase de consolidation. Donc, ce qui fait que vous pouvez basculer à un internat de 4 ans, alors pour la radiopharmacie 5, mais à un internat de plus 2 années grâce à cette EFST. Et donc, elle est quand même faite pour, alors pas spécifiquement pour les internes, ça va peut-être concerner à terme des étudiants dans le cadre du DES Industrie qu'on veut déployer, qui n'est pas encore sorti, mais ça va concerner des internes qui veulent globalement plutôt faire, alors ce n'est pas obligatoire, mais se mettre dans une stratégie peut-être d'obtention d'un doctorat. Sachant que l'année recherche est conservée et que l'année recherche peut aussi s'intercaler, on retrouve avec l'année recherche plus ces 2 années de FST, 3 années financées différemment, mais financées qui permettent à un interne d'envisager de faire un Master 2 et peut-être un doctorat pour aller sur des carrières, se projeter vers des AHU peut-être, pour aller vers des carrières hospitalo-universitaires. Donc ça, c'est en place depuis 2023 et on va avoir les premiers candidats au compte-gouttes pour l'instant. Que vous dire de plus? Là, je vous mets… Bon, ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'était pas question jusqu'en novembre 2022 de pouvoir changer d'interrégion lorsqu'on était interne. Seule la médecine l'avait et les autres filières de santé ne l'avaient pas. Et donc, moi, j'avais milité quand même parce qu'on a des cas très exceptionnels, mais ça arrive d'étudiants qui, pour des questions personnelles, sont dans des situations parfois dramatiques de ne pas pouvoir revenir de Strasbourg à Montpellier. Je prends n'importe quel exemple, de Montpellier à Strasbourg. Et donc, maintenant, on a ce changement d'interrégion qui est acté dans cet arrêté du 29 novembre qui permet à un étudiant, sous réserve de validation des 2 doyens, sous réserve de validation des coordonnateurs de DES et de l'ARS, bien sûr, et pour que les raisons soient bonnes, et une très bonne justification, on a cette possibilité de changement d'interrégion en cours d'interne. Et puis, on a eu aussi récemment l'actualisation du Code de la santé publique, là, celui qui est à l'écran, le 5126-2, pour permettre l'exercice en PUI des internes issus du DES-PH, parce que jusqu'à présent, c'était l'intitulé des autres DES, les anciens DES qui étaient encore dans le Code de la santé publique. C'était un petit peu comme le diplôme de DES qui remplace le BP de préparateur. Et donc, nos étudiants qui vont sortir là au mois de novembre
en fait, n'avaient pas la possibilité d'exercer, tout simplement parce que l'intitulé du DES pharmacie hospitalière ne figurait pas dans le Code de la santé publique, ce qui aurait été un petit peu dramatique. Donc ça, c'est une actualisation qui était nécessaire. Voilà. Et pour finir avec la R3C, par rapport à cette diapositive, il me semble qu'il y avait aussi, et je pense que ce n'est pas fait, et la conférence des doyens a co-signé un courrier aux différents ministères pour un certain nombre d'actualisations de textes. Alors, je suis en train de regarder le courrier que j'ai devant les yeux. Effectivement, l'actualisation qui est en bas à droite de l'écran, on l'a demandé depuis maintenant de nombreux mois et le ministère n'a pas encore actualisé donc, cet exercice pour il me semble, des pharmaciens hospitaliers, sauf récemment, et je n'aurais pas vu passer. Donc, pour l'instant, nos étudiants qui vont sortir n'ont toujours pas la possibilité d'exercer la pharmacie hospitalière en tant qu'interne avec phase docteur junior. Donc ça, il faut que ce soit fait avant le mois de novembre. Et j'avais noté aussi, vous concernant plus directement, qu'il y avait un arrêté de décembre 2003 sur les qualifications à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques dans l'établissement de santé pour y intégrer le DES de pharmacie hospitalière avec l'option radiopharmacie, parce que dans les anciens textes, c'est pareil, pour exercer le métier de radiopharmacien, il fallait alors à l'époque, il fallait avoir le DESC, c'est ça, hein, officiellement dans les textes. Et donc, ceux qui vont sortir là, alors pas tout de suite, puisqu'ils ont encore une 5e année à faire, mais vont devoir pouvoir justifier d'un DES de pharmacie hospitalière. Il faut que les textes réglementaires les autorisent à exercer avec autre chose qu'un DESC, puisqu'ils n'auront plus un DESC maintenant. Voilà. Il y a des questions sur la FST et la radiopharmacie. Ouais. Êtes-vous sûr que pour la radiopharmacie, on puisse faire 2 années de FST, sachant que nous avons 2 années de phase d'approfondissement? Eh bien, c'est une bonne question. Est-ce que je vais pouvoir répondre de façon certaine? Parce que je crois qu'on ne peut que doubler le temps de l'internat dans les textes. Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'on ne peut pas faire plus de 8. Donc, ce qui ferait combien là? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 ans, hein, c'est ça, hein? On a 5 ans, donc si on rajoute 2 ans de FST, ça ferait 7. Ça fait 7, plus éventuellement une année recherche, ça fait 8. Je ne mettrai pas ma main coupée là, parce que je ne suis pas non plus rompu à toute la réglementation, mais ça, c'est une info que je pourrais avoir rapidement si ça vous intéresse. C'est-à-dire de savoir si effectivement ça se cantonnerait à une année de FST pour vous dans la mesure où vous avez déjà cette année supplémentaire. Hein, c'est ça la question. Oui, c'est ça. Je préfère ne pas répondre trop fermement et je peux me renseigner et vous faire passer la réponse si vous voulez. Oui. Ouais. Et il y avait une autre question sur la FST. Par rapport à la FST recherche, j'avais lu dans les textes de loi que la durée totale de la maquette serait alors de 12 semestres si l'on fait 2 ans de FST dans le cadre d'une thèse de sciences et non 14 si on additionnait les 10 semestres plus 4 de FST. Et d'une façon générale, quelle est la limite de la durée de l'internat en comptant les dispositifs tels que les années recherche et disponibilité? Donc là, c'est la même question en fait. Oui, c'est un peu la même réponse. Ouais, à partir de quand l'internat s'arrête? Est-ce que c'est… Alors, ouais, c'est une bonne question. Il faudrait, là, je n'ai pas pris le temps de me replonger dans les textes. Et c'est vrai qu'on a eu un débat, même à la conférence des doyens, ce n'était pas si évident que ça, de savoir finalement quelle était la durée maximale de l'internat pour les étudiants et en particulier pour les étudiants de radiopharmacie. Non. Si vous avez la réponse, vous la communiquez à Julien Coste, vous avez son mail et puis bien sûr. On la transmettra aux adhérents. La question est de savoir combien d'années peut faire un internat pour le cas précis d'un radiopharmacien. Est-ce que c'est 1 an de FSC? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 2 ans plus une année recherche? Voilà. Voilà. OK. Je poserai la question et j'essaie de revenir vers vous. Ouais, donc là, il y a d'autres questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Il est 15h29. Donc, vous aviez d'autres choses à nous présenter? Non, c'était juste vous dire que, mais ça concerne plus c'était plus les DES cours. J'avais une diapo sur les DES cours et vous savez peut-être qui vous concerne moins, mais la R3C, c'est aussi les autres filières. Hein. Donc, il y a des discussions, mais le ministère traîne des pieds là. On les a relancés fin janvier, des cours de pharmacie officinale et des cours de pharmacie industrielle pour remplacer les 6e années de pharmacie officinale et industrie.
Donc là, on a un certain nombre de travaux qui sont en cours sur le DES Officine qui est le plus avancé. Le DES Industrie commence à bien avancer. Et la question, mais qui ne vous concerne pas vous à l'hôpital, la grande question était le statut et la rémunération de l'étudiant qui serait en DES. Parce que qui dit DES dit potentiellement statut d'interne. Donc, c'est ce pourquoi on a milité, mais le ministère n'est pas prêt parce que ça coûte cher, un statut d'interne. C'était, je crois, plus de 50 millions d'euros à sortir. Et donc, ce qui semble se dessiner aujourd'hui et acté par le ministère, c'est un statut de résident. Alors, de droit public ou de droit privé, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il ne voudrait pas, a priori, le statut d'interne qu'on souhaitait, nous, sur le modèle de la médecine générale. Nous avons des internes de médecine générale sur les territoires. C'est ce qu'on aurait souhaité. Pour l'instant, on serait parti plutôt sur un statut de résident. Alors, soit de droit public, soit de droit privé. Mais l'intérêt pour nous, c'est qu'on ait une revalorisation, c'est les étudiants qui étaient très sensibles à ça, une revalorisation donc de la rémunération, en tout cas de l'indemnisation de ce statut en 6e année. Le stage actuellement en officine, c'est à peu près 500 ou 600 euros par mois. Donc là, il serait doublé avec donc un ministère à 50 de la santé, donc la MSS qui financerait à hauteur d'à peu près 600 euros, et le maître de stage donc en officine qui continuerait à lui verser ce qu'il versait actuellement, c'est-à-dire les 500 à 600 euros pour doubler cette rémunération, pour que ce soit à peu près équivalent à un interne de première année. Et le point important aussi, c'est pouvoir envoyer des internes dans les territoires pour aller vers les officines qui ont des besoins aussi dans les déserts médicaux. Et donc, la question stratégique, c'était aussi les indemnités de déplacement, donc de transport et d'hébergement, parce qu'avec ces statuts de résident ou d'interne, ils sont bien pris en considération, alors que dans nos stages actuels de 6e année officine, absolument pas pour l'étudiant. Donc, c'est un accès à ces frais et indemnités de transport et d'hébergement qui sont en jeu aujourd'hui et que je pense qu'on va réussir à obtenir. Voilà, comme l'heure est arrivée, je vais m'arrêter là. Et de toute façon, ces 2 DES cours ne seront pas mis en place à la rentrée. Ce sera pour la rentrée 2024, dans le meilleur des cas. C'est des DES qui duraient 1 an, du coup? Oui, c'est des DES qui dureraient 1 an, oui, tout à fait. Et un étudiant de ce DES cours officinal ou DES industrie pourrait très bien aussi envisager de faire une EFST. Parce qu'on va aussi déployer peut-être la possibilité, notamment en officine, de faire un petit peu comme en médecine générale, des maîtres de stage universitaires, donc qui pourraient aller vers des doctorats, notamment de santé publique, tout en ayant une activité officinale. Parce que dans les facultés de pharmacie, on est un certain nombre, peut-être pas tous, mais on est un certain nombre à penser que c'est bien d'avoir des universitaires, mais c'est bien aussi d'avoir des gens du terrain pour avoir de la pratique quotidienne dans les études. Voilà. Alors, Alain Fèvre, si tu veux Oui, j'ai posé intervenir. une question via le chat, mais ça, je peux la faire à l'oral. La rémunération des autres masters, notamment les masters de sciences, est nettement plus faible que celle-là. Est-ce que ça ne risque pas de faire un précédent et qu'on soit obligé après de monter le niveau de rémunération des masters de sciences qu'on accueille dans nos unités de recherche et qu'on a, bon, on peut les payer, mais si on double la mise, ça peut poser problème pour certaines Non, unités clairement, de recherche. de mon point de vue, clairement, il n'y a pas de risque de contamination, si c'est ça que vous voulez dire. Étant aussi à payer des stages de Master 2 dans un labo de recherche, c'est une gratification. Ils n'ont absolument pas Donc, la gratification en France, c'est au-delà de tant de jours. Enfin, globalement, c'est au-delà de 2 mois de stage. Nous sommes contraints d'avoir une indemnité de stage pour l'étudiant qui est à hauteur de, alors je ne sais plus à combien c'est maintenant, si c'est 500 ou 600 euros par mois, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, le statut de résident ou d'interne n'a rien à voir avec le statut de stagiaire. Donc, non, enfin, pour ma part, il n'y a aucun risque qu'on change le statut. Cette rémunération à 500 ou 600 euros, alors vous dites que vous n'avez pas de difficultés, je peux vous dire qu'il y en a qui ont des difficultés. Donc, il y a en aucune manière, je pense qu'à l'échelle nationale, il va y avoir une évolution à la hausse de cette gratification de stage. Quand on parle du DES, on n'est pas sur de la gratification de stage, on est vraiment sur des statuts particuliers, soit d'interne, soit de résident, qui n'ont rien à voir. Oui. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation en tout cas.
Écoutez, avec plaisir. Ce n'était pas forcément ultra connecté avec vos activités quotidiennes, mais c'est vrai que c'est intéressant pour moi aussi d'être face à d'autres communautés parce que je discute avec des radiopharmaciens à Montpellier, mais je trouve intéressant que vous ayez ces questionnements ou en tout cas cet intérêt pour les actualités pharmaceutiques au sens large. Et c'est vrai qu'on a l'enjeu de la démographie pharmaceutique, elle nous concerne tous et c'est bien de voir qu'on s'y consacre tous, que les doyens s'y consacrent et qu'on on sera identifié comme les responsables si c'est le bazar dans 2 ou 3 ans, mais à un moment donné, on a proposé des choses, alors on les autorisera, on ne les autorisera pas, certes, mais après, derrière, il va falloir que les autorités puissent encaisser le fait que si on reproduit les sous-recrutements pendant 2 ou 3 ans, eh bien, on va être en difficulté et les professionnels les avaient prévenus quand même aussi. Hein. Les avaient prévenus. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas et écoutez, Merci beaucoup. À une prochaine fois, peut-être. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci.